à tous, bienvenue dans votre journal du district de Nyon. Fondu, moustache et patinoire régionale sont les mots qui résument pour le mieux cette édition du 9 novembre. On vous présentera également le projet Pilotipolis, pas facile à dire, et puis un pasteur qui tire droit au but. Vous le verrez, il est plutôt sympa. Pour commencer, chose promise, chose due, les éclaircissements de la présidente du Conseil d'État, Nouria Gorité, sur le programme de législature vaudois 2017-2022. On a constaté que le canton de Vaud, depuis des années, jouit d'une bonne prospérité économique, mais que cette prospérité, deux éléments. D'abord, elle n'est pas garantie pour chacune et chacun. Aujourd'hui, on a des personnes qui vivent des situations de fragilité, des situations de chômage, des situations d'exclusion, et donc pour lesquelles il faut agir. Et puis, deuxièmement, cette prospérité, eh bien, il faut l'accompagner, il faut lui donner des conditions cadres qui permettent finalement de la maintenir de manière durable, parce que les courbes ne montent jamais indéfiniment jusqu'au ciel. Et donc, le programme du Conseil d'État, il s'articule sur ces deux aspects. Il faut une prospérité pour tout le monde, et donc il y a un volet qui sera consacré ces 5 prochaines années à renforcer les politiques d'intégration, la politique d'insertion sur le marché de l'emploi, une intensification aussi des réponses pour les élèves en rupture en matière de formation. On sait que c'est le meilleur bagage pour pouvoir accéder ensuite à l'emploi. Deuxième élément, c'est tout ce qui relève de la formation continue, de l'adaptation finalement aux métiers qui évoluent. Et puis deuxième élément, eh bien, il faut prendre en considération le fait qu'on a une économie qui se transforme, notamment avec l'émergence de l'économie numérique pour laquelle le Conseil d'État va investir, notamment 75 millions dans les entreprises innovantes en faveur de projets qui sont durables. Donc je dirais que le slogan, on va dire, de ce programme de législature, c'est qu'il faut une prospérité durable et partagée. C'est un programme de législature qui s'accompagne d'investissements, en moyenne 700 millions de francs par année. Quelles sont les grandes lignes ? Alors le Conseil d'État joue pleinement son rôle d'accompagnement de cette croissance du canton. On a une croissance démographique sur laquelle on compte pour assurer finalement de manière durable l'équilibre de la pyramide des âges. On sait qu'on a un vieillissement de la population qui nous attend, et donc le Conseil d'État doit investir, doit continuer d'investir dans les EMS, dans les hôpitaux, doit continuer d'investir dans l'évolution des soins à domicile, des réponses très concrètes qu'on donne pour faire face à ce phénomène important. On doit continuer d'investir également pour renforcer, je disais tout à l'heure, la formation, donc amener des écoles de formation, amener des gymnases au plus proche des régions. On va prochainement construire des gymnases, par exemple à Aigle ou à Échalon, là où il n'y a pas encore de lieu de formation, c'est important. On va continuer d'investir dans les prisons, parce que la sécurité publique, c'est un élément qui nous tient à cœur. On voit aujourd'hui qu'on a un défaut de place de détention, et donc on doit répondre à cette préoccupation légitime de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et puis, on va naturellement investir dans les infrastructures routières, infrastructures de transport. Et donc, voilà, on a l'ensemble de ces charges pour répondre finalement aux besoins d'évolution de la société. Gland poursuit ses mesures d'assainissement du bruit. Le point sur les travaux avec la municipalité. Le pont de l'avenue du Mont-Blanc sera bientôt moins bruyant. Lundi 6 novembre, la municipalité présentait à la presse l'option retenue concernant le passage sous les voies CFF et la diminution des nuisances sonores produites par le trafic routier. C'est simplement la pose de panneaux phono-absorbants sur d'abord les parois et puis ensuite une partie en fait du plafond, c'est-à-dire les 15 premiers mètres de l'entrée de chaque côté du tunnel. Au départ, on pensait mettre en place une autre mesure qui était un mur anti-bruit le long de l'avenue du Mont-Blanc, le long du chemin de la Crête-Haut. Et puis finalement, on s'est ravisé puisqu'on a constaté qu'un capitonnage serait beaucoup plus efficace pour un plus grand nombre d'habitants. On a saigné un plus grand nombre de bâtiments et on pensait tout d'abord que ce capitonnage serait assez cher, assez onéreux, mais finalement, il revient à 5 000 francs plus cher que si on avait juste mis en place une paroi anti-bruit qui aurait été
nettement moins efficace. C'est pour ça qu'on a pris maintenant cette solution. Le canton qu'on a consulté est également d'accord avec cette mesure et puis est aussi prêt à la subventionner de la même manière qu'il aurait subventionné la paroi anti-bruit. Des travaux estimés à 185 500 francs. Le préavis concernant cet objet sera soumis prochainement au vote des élus. En attendant, la ville de Gland poursuit ses mesures d'assainissement du bruit. On a fini maintenant l'avenue du Mont-Blanc, ça a été quelques jours plus vite que prévu. On est en train de finir la mise en place de la zone 30. Et effectivement, tout changement implique effectivement des travaux. Par contre, le capitonnage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir mettre un échafaudage à l'intérieur de ce tunnel. Donc on ne pouvait pas le réaliser en même temps que la campagne de tapis qu'on a effectuée sur l'avenue du Mont-Blanc. Du côté de la gare, les riverains peuvent enfin voir la fin du tunnel. Il reste encore quelques parois anti-bruit à mettre en place. Il reste un peu d'enrobé, des finitions sur le chemin de la Créteau, sur la rue du Perron. Mais manifestement, on arrive au terme des travaux importants et même des travaux de nuit qui devraient se terminer autour du 10 octobre, donc fin de cette semaine. Donc c'est vrai que les riverains vont enfin voir le bout de ces travaux qui sont extrêmement importants. Est-ce que c'est finalement un ouf de soulagement ? Bah oui, c'est clair. C'est pas du tout évident à gérer un chantier aussi important que ça, en plus en exploitation, avec des habitants qui sont tout près. Donc c'est vrai que c'est un grand moment que de finir des travaux aussi important que ça. Maintenant, c'est vrai que ça fait une bonne liaison entre le nord et le sud, donc c'est surtout ça qu'il faudra qu'on retienne. L'inauguration de la gare aura lieu le 20 novembre dès 17h30 sur la place Nord. Coup de sifflet pour la fin du match qui opposait Nyon et Gland. La patinoire régionale se verra finalement installée du côté de Gland. Merci à nos invités d'être avec nous pour en parler. Et puis je vais commencer avec vous, Gilles Davoine. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet en quelques mots ? En quelques mots, c'est surtout qu'on est au tout début. C'est la première étape. C'est vraiment la toute première étape, mais c'est une étape importante. Mais c'est la toute première étape. Peut-être revenir, je comprends l'introduction avec le coup de sifflet, le match, c'est chouette comme introduction pour une patinoire, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un match. Alors au contraire, je pense que c'est important de dire que dès le début, on s'est entendu pour dire que on allait vraiment travailler ensemble avec Nyon, avec le HC Nyon aussi, pour faire en sorte qu'enfin il y ait une patinoire régionale qui puisse prendre place dans notre district. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était vraiment pas le match, la guerre entre Nyon et Gland pour savoir où elle allait être. L'important, c'était qu'il y en ait une. Stéphanie, je vous entends rire, vous confirmez ? Je confirme, oui, c'était vraiment, vraiment important. Depuis le temps qu'on parle d'une patinoire dans la région, le dernier projet, c'était Sancergues, projet qui a échoué. Donc on a vu le succès de ces patinoires éphémères. Maintenant, il fallait vraiment passer au stade supérieur et on s'est vraiment mis d'accord, les trois partenaires qui sommes là. Où est-ce qu'elle sera, du coup, cette patinoire, Gilles ? Alors ça, c'est encore la grande question, parce que, alors, à Gland, c'est une chose, ça, on a compris. Après, à Gland, on m'a dit dernièrement que c'était Byzance, on avait 2 terrains et pas qu'un seul. Alors oui, mais ça pose aussi d'autres questions. On va justement devoir faire quelques pré-études pour savoir un petit peu sur quel des 2 terrains c'est le mieux de mettre cette patinoire. Il y a Montely, qui est l'endroit où nous avions projeté à l'époque de faire cette fameuse piscine couverte, qui peut accueillir cette patinoire. Et puis, il y a le terrain qu'on aime, les Pommiers, qui est un terrain qui se situe dans le centre sportif. On a racheté il y a 3-4 ans ce terrain, qui est donc côté Lausanne du centre sportif, où actuellement il y a des pommiers. Il y a 20 000 m², donc il y a une grande place. Les 2 terrains ont cet avantage d'être déjà en zone d'intérêt public, donc on pourrait construire demain la patinoire dessus. Il y a juste quelques décisions encore politiques à prendre, mais disons que ça sera un de ces 2 terrains-là. Un projet d'entente entre les 2 municipalités, vous l'avez soulevé. Et puis, la ville de Nyon reste impliquée dans ce projet avec le préavis d'Isren. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Stéphanie ? C'est encore long d'en parler d'Isren, mais enfin, nous, on n'avait pas de terrain. Contrairement à Gland, qu'on a 2, nous, on n'avait pas un terrain pour démarrer en projet immédiatement. Donc c'est pour ça qu'on a suivi Gland, qui a la chance d'avoir 2 terrains. Et puis effectivement, par contre, on a dit qu'on allait s'engager pour cette patinoire. Et puis s'engager, c'est pas seulement de le dire, ça sera effectivement de le financer. Et ça pourra se faire dans le cadre, on l'espère, de la région. Mais là aussi, je pense qu'il est encore un peu tôt pour en parler, de savoir exactement comment ça va se faire. Mais oui, Nyon pourrait être ville porteuse du projet dans le cadre du DISREN. Il y a une vraie logique à ce que ça soit un projet soutenu par la région.
On a déjà travaillé aussi lors de notre commission entre Nyon, le HC Nyon-Gland. Il y avait aussi Gérard Produit, qui est de la commission des sports du conseil régional. C'est vrai qu'il y a une logique, c'est une patinoire régionale. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir déjà déterminer les cercles porteurs, cercles solidaires, et puis commencer. Alors, l'avantage de ce projet, aussi pour le conseil régional, c'est que ça sera certainement le premier projet qui pourra être de A à Z porté également par la région. Pour l'instant, le DISREN étant assez récent, on a des projets qui sont arrivés qui étaient déjà assez mis en place. Le passage sous voie, d'ailleurs, qu'on vient de voir, c'est le premier projet qui sera terminé et qui aura eu un financement régional. Ça, ce projet-là de patinoire régionale, ça serait l'occasion, effectivement, d'avoir un projet qui, depuis le début, donc dès les études, ferait l'objet aussi de préavis d'ISREN du conseil régional. Mais quand on pense patinoire, on pense forcément au club. Dominique Poupert, il y a quelques mois, vous lanciez justement le PUC du côté politique, mais est-ce que le HC Nyon, il a cette ambition finalement de devenir un club régional et de disparaître peut-être? Il l'est déjà. Après, comme on le disait au début, quand on a eu les premières discussions, des gens nous ont dit « Mais si la patinoire file à Gland, vous allez l'appeler comment ?» Et la réponse que je donne, elle est facile. Le jour où on se pose la question, c'est qu'on aura gagné. Mais du coup, aujourd'hui, la question, elle se pose, elle s'y prête. Donc, qu'est-ce que vous répondez? On est le seul club régional à évoluer en ligue normale, parce qu'on joue en 3e ligue. Et c'est clair qu'aujourd'hui, pour jouer au HC Nyon, il faut être motivé, puisqu'on joue un match par semaine le dimanche soir à 21h à Morges. Donc on rentre chez soi à 1h du matin. Donc on a de la peine à trouver des joueurs. On a beaucoup d'avantages grâce à sous-jacent Paléo qui nous aide, puisque c'est la structure. Au départ, le club a été fondé par qui on sait. Donc il y a vraiment un vrai club, il y a une structure. Ça me fait toujours rigoler, parce que quand je suis rentré dans le club, je me suis aperçu que c'était un club de 4e ligue à l'époque, mais qui avait une structure de première ligue. On a un budget, mais ça, c'est la mise en place notamment de mon prédécesseur Stéphane Piton, qui a fait un travail fantastique. Et ce qu'il faut relever, c'est que si on est sur ce plateau aujourd'hui, je pense que sans la patinoire de Nyon actuelle de Rives, on ne serait jamais en train d'en discuter, parce que tout est parti de là en réalité. On s'est rendu compte que, point de vue budget, c'est plus si cher. On parle de 20-25 millions de budget. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces chiffres. On parle de budget de fonctionnement d'1 million. Ça a complètement explosé dans l'autre sens. Et une patinoire raisonnable aujourd'hui, alors ne coûte rien, ça serait pas très juste de dire ça non plus, c'est de l'argent public, c'est clair, mais par rapport à l'intérêt, et puis en plus, à Gland, à Coppet et à Nyon, on refuse des gamins sur la glace. À Gland, du coup, ça vous convient? En Gland, ça me va. De toute façon, on avait tout de suite dit avec Daniel Blaha, quand on a discuté, on a dit, nous, elle soit d'un côté ou de l'autre, du moment qu'on puisse jouer au hockey. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne s'entraîne pas, nous. On n'a pas de glace. Comment ça fait partir, du coup, le temps entre les équipes sur cette glace? L'équation est facile, parce que ce qui est compliqué, on voit le cas à Lausanne aujourd'hui, quand on n'a plus assez de patinoires, on ne sait pas comment répartir. Aujourd'hui, on n'a pas de patinoire. Donc demain, il y aura à peu près, si on prend les patinoires classiques, 1000 heures de glace. 1000 heures de glace, c'est 10 fois, enfin pas 10 fois ce qu'il faut, c'est 2 fois trop pour un club. Donc il y aura des heures de glace, et c'est important, et c'est dès le début du projet, on est, comme on l'a dit, très au départ du projet, l'idée c'est vraiment de garder ce côté public, que les écoles y accèdent. C'est pas du tout l'idée de créer une patinoire de club, c'est pas ça, c'est vraiment une patinoire de district, et la répartition des heures de glace sera très probablement un peu ce qui se fait aujourd'hui, avec une répartition entre école, public et club. Des spectacles aussi peut-être, Stéphanie? Est-ce que ça vous tenterait de voir ça, des spectacles? Oula, ça vous mettez dans plein son, on a vraiment parlé club. Je ne sais pas, il faudra voir quelle est la configuration de cette patinoire. On la veut régionale, donc c'est vrai qu'en discutant avec la région, il faut d'une certaine taille, il faut pouvoir accueillir du public. Maintenant, il est encore trop tôt pour dire exactement comment elle sera, combien de personnes pourront être accueillies et puis qu'est-ce qui pourra être fait avec. Une manière peut-être aussi de couvrir les frais. Gilles Davoine, le budget, vous l'estimez à combien pour cette patinoire? Alors, il y a deux choses. Il y a l'investissement de base. Alors, l'objet lui-même, sans terrassement, sans les routes, sans le parking, etc., on dit à peu près clé en main 6 millions. À peu près pour une patinoire qui est dimension match Première Ligue, avec 18 vestiaires et un restaurant. C'est à peu près ça le concept. Après, on ne sait pas déjà, par exemple... La piscine, là derrière? Peut-être, effectivement. Alors, le budget de la ville de Gland aujourd'hui, avec son tableau des investissements, il y a 25 millions pour patinoire piscine dans le tableau des investissements. Donc, effectivement, l'idée, elle est là, mais... Une pierre de coups. Oui, mais il faut faire attention. Il ne faut pas que la patinoire régionale, qui a justement ce côté régional, alors que la piscine sera glandoise, on ne va pas faire une 50 mètres, il y a une logique à faire les deux projets en même temps, mais il ne faut pas que ça soit forcément le cas.
parce qu'il ne faut pas que la patinoire régionale qui est maintenant bien partie et puis qui a justement d'autres financements, d'autres intérêts avec 5 cercle-porteurs, Nyon, Gland, peut-être d'autres, on devra le déterminer, ça serait bien qu'il y en ait aussi d'autres villes dans le cercle-porteur, Rolle, pourquoi pas, Prangin, etc., soit après quelque part bloqué et puis en attente d'un projet qui serait glando-glandois. Donc ça, c'est pas ce que je veux. Il y a une logique, mais la piscine, on peut aussi la faire plus tard. On verra ce qu'il en est. Mais c'est clair que la piscine était dans notre programme de législature, elle est dans notre tableau d'investissement. Elle a été refusée. Donc concrètement, en 2 mots, comment est-ce que vous comptez maintenant convaincre ? Alors moi, je suis toujours parti de la même théorie, c'est de dire que la piscine a d'abord été refusée parce qu'il y avait 1,5 point d'impôt qui devait lui être affecté sur une augmentation de 4 points qui a été rejetée par le peuple. Je pense qu'on a d'abord rejeté justement des coûts qui étaient présentés comme étant trop importants pour la ville de Gland, avec une augmentation d'impôt de 4 points, alors qu'on a vu ces dernières années qu'il n'y avait pas de motif finalement à une augmentation d'impôt de cette sorte et que ces coûts de fonctionnement auraient très bien pu être pris dans le cadre du budget habituel. J'ai des comptes 2017 que je vais certainement présenter avec 7 ou 8 millions de marge d'autofinancement, vu comme ce que je peux déjà en dire par rapport à mois de novembre et des projections qui peuvent être faites. J'ai un budget 2018 qui est équilibré avec environ 4,5 millions de marge d'autofinancement. Donc tout ça reste dans les chiffres, mais concrètement, pour convaincre sont les chiffres, oui, mais pour moi, ce sont les chiffres qui ont posé problème en premier lieu. Je pense que si on dit, d'ailleurs, le conseil communal nous a toujours suivis, c'est vraiment après un référendum population, et je connais bien le référendaire sur la piscine, il fait partie d'ailleurs du GDG, de mon parti politique, et il y avait vraiment uniquement cette logique de dire, on avait dit dès le départ que cette piscine se ferait sans augmentation d'impôt, et puis au dernier moment, on a dit, il y a une augmentation d'impôt liée à la piscine, du coup, référendum, et c'était logique, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil, on lui avait toujours répondu, il n'y avait pas d'augmentation d'impôt, et tout à coup, on était 21 au dernier moment. Et c'était vraiment ça le nœud du problème, parce que s'il n'y avait pas eu cette augmentation d'impôt, il n'y aurait pas eu de référendum, et le conseil communal avait donné largement son accord à cette piscine. Donc c'était vraiment une question de chiffres, et donc j'ai vraiment l'intention de revenir d'abord avec des chiffres, mais évidemment aussi avec un projet qui sera séduisant et qui sera évidemment pas non plus le même que celui qu'on avait présenté. Un projet qui glisse, donc merci pour ces précisions à tous. Du côté de Nyon, on rêve de toute autre chose, de plage, de rêve, de soleil, et tout ça avec le projet Pilotipolis, regardez. À l'approche des frimas hivernaux, la municipalité a décidé de faire rêver les Nyonnais en présentant les aménagements qui pourraient prendre place sur l'ensemble du périmètre de la Grande Jetée. On savait qu'on pouvait faire mieux quelque chose pour tout le monde, enfants, sportifs, contemplatifs, boire un verre. Et c'est ça notre projet Pilotopolis. Une place de jeu et qui va jusqu'au bout de la Grande Jetée, avec un concept harmonieux d'assises, d'endroits pour se poser, pour rêver. Suite à l'expérience jugée positive et menée depuis 6 mois au Square Pertan, la municipalité a souhaité réaménager Rivest dans le même état d'esprit. Ce projet a donc pour vocation d'ouvrir cet espace au plus grand nombre, de favoriser tout type d'activité, ainsi que les échanges intergénérationnels. On a vu qu'effectivement le Square Pertan marchait très bien, beaucoup de retours positifs. Donc on réapplique cette même philosophie à Rivest, étant entendu que justement c'est quelque chose qui est dans un temps donné, qu'on peut améliorer facilement par le biais du budget, de travaux supplémentaires, et qui à terme sera appelé à évoluer de manière plus définitive, soit dans le projet de Pertan, du grand parc de Pertan, soit dans le projet des rives du lac. Car cet aménagement dit intermédiaire a été pensé pour une période de 10 ans. Il servira de test au concept d'évolution des rives du lac qui devrait être réalisé à l'horizon 2025. Il prévoit notamment la mise en souterrain du parking existant. Il y a un concept des rives que nous sommes en train de développer. Il y aura ce concept global. C'est vraiment voir qu'est-ce qui ira où, entre ports, débarcadères, endroits où on veut que les gens se rencontrent, ou endroits où on veut que les gens plutôt se passent. Et ça arrive tout bientôt devant le conseil communal. Et quand on aura ce concept global, on va pouvoir travailler à des réalisations ponctuelles. On peut penser que on va d'abord s'intéresser à ce qui se passera dans le musée du Léman,
parce que c'est là que ça va bouger assez rapidement. Et puis à terme, plus loin, plus tard, de nouveau à Rivest avec une évolution de la pisciculture. Les autorités maintiennent leur confiance aux exploitants actuels de l'édicule du lieu et un second devrait y voir le jour. Il sera ouvert à l'année et prendra place sous le platane situé à côté de la place de jeu qui sera entièrement rénovée. De buvette, c'est l'existante qui attire une population jeune, dynamique, professionnelle. Et la nouvelle buvette sera plus pour des familles, plus pour les gens qui ont envie de s'asseoir à proximité de la place de jeu. Si le conseil communal accepte cet aménagement proposé par l'exécutif et le crédit de réalisation devisé à un peu plus d'1,5 million de francs, les Nyonnais pourront profiter de Pilotis-Pelis à la Grande Jetée dès juin prochain. La ville de Nyon a présenté son budget 2018, un déficit de 8,3 millions qui conduit encore une fois la ville dans les chiffres rouges. Les explications du municipal en charge des finances. Vous présentez le projet de budget 2018 dans les grandes lignes. Comment s'articule-t-il ? Alors c'est un budget aujourd'hui à 210 millions avec un déficit prévu de 8,3 millions. Alors, tout d'abord, ce qu'on voit, c'est que nous avons des nouvelles recettes avec les impôts des personnes physiques ou morales. Malheureusement, celles-ci ne suffisent plus à combler les nouvelles charges, principalement dues à la péréquation, voire au budget de fonctionnement dans les nouveaux investissements et infrastructures que nous mettons à disposition. Alors justement, cette péréquation qui grève tant les budgets communaux des petites communes que des grandes villes, comment mieux la maîtriser? Cela un appel du pied des communes au canton? Alors je pense que malheureusement les communes dans l'état actuel avec la législation ne peuvent pas maîtriser ces charges de la péréquation et que cela se situe au niveau des députés au Grand Conseil. Vous avez encore de la marge pour développer des projets, pour pouvoir en proposer d'autres aux législatifs? Oui, en ce qui concerne les projets d'investissement, nous avons de la marge, mais ceci impacte aussi des budgets de fonctionnement, c'est-à-dire généralement lorsqu'on met un bâtiment en service, ou voire même une route, il y a des liens avec le budget de fonctionnement des charges supplémentaires. Nyon est une ville-centre et met beaucoup d'infrastructures à disposition des communes périphériques. Vous appelez les communes périphériques justement à participer à cet effort financier. Oui, je ne pense pas seulement Nyon. Effectivement, Lausanne se pose aussi la question, on l'a dit dans les journaux, on l'a dit à la télévision. Les villes-centres amènent effectivement certaines prestations à tous les citoyens du district dont elles font partie. Et peut-être que nous devons nous reposer la question, non pas seulement sur les investissements, comme le dit Sren, mais que les communes participent aussi au fonctionnement. Et pour qu'on comprenne bien, quels sont ces investissements ? Par exemple, il y a eu une loi sur les écoles de musique où on a demandé aux villes ou aux villages de mettre à disposition des locaux. Et la plupart du temps, c'est dans la ville-centre que ces locaux sont mis à disposition parce que simplement, c'est plus pratique. Et là aussi, on peut se poser la question si les villages ne devraient pas participer aussi à la location du bâtiment, voire même au fonctionnement. Vous repoussez l'augmentation du point d'impôt autant que faire se peut, mais est-ce que cette question ne va-t-elle pas revenir un jour ou l'autre sur la table ? Alors on voit que dans toutes les communes de même importance que la ville de Nyon, voire des communes plus petites qui sont soumises à la péréquation d'une manière assez dure, cette notion d'augmentation d'impôts revient sur le tapis. Ici, en ville de Nyon, nous n'avons encore jamais eu de budget déficitaire, heureusement, donc nous la remettons effectivement un petit peu à plus tard. L'association 24.9 Agir pour accueillir ne baisse pas les bras malgré le refus en septembre dernier, quant à la construction du centre pour requérants d'asile, un sujet signé Florian Cavalieri. David Soji, bonjour. Vous êtes le président de l'association 24.9 qui avait été créée en vue de la votation sur la construction d'un centre pour les VAM. Malgré le résultat de cette votation, le combat continue. Bonjour, oui, effectivement, le combat continue. On a rencontré plein de forces vives pendant cette campagne et puis on a décidé tous ensemble de continuer le combat parce qu'il y a quelque chose à faire à Nyon, je pense. Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis cette votation, les forces vives continuent d'affluer à votre association. Vous dites même avoir reçu près de 80 demandes d'adhérents. Oui, alors on a plus de 80 adhérents et on a encore des demandes en cours, ça ne cesse de grandir, notamment des gens de la société civile, ce qui est assez réjouissant, ce n'est pas qu'un truc de politiciens à Nyon, les réfugiés. Alors comment agir désormais ?
Alors on a plusieurs axes, on est en train de réfléchir, donc on va faire beaucoup de communication avec la population pour leur faire connaître les migrants, les dédiaboliser. Et puis on va avoir des séances avec la ville et les opposants, on espère, pour pouvoir voir comment on peut trouver un consensus qui permettrait d'avancer sur ce dossier. On parle même d'un lobbyisme pro-migrants. Oui, on se veut un peu ça de manière humoristique. On veut être les défenseurs des migrants pour toute la partie qui est du logement. On pense toujours que les loger dans des abris de protection civile n'est pas une solution à moyen long terme. Et on est donc sur cette parcelle emblématique où devait avoir lieu cette construction. Pour vous, c'est toujours le lieu idéal pour construire? Alors je pense que c'est le lieu idéal d'un point de vue géographique et puis d'un point de vue plus politique. Sur ce lieu, on connaît déjà les opposants potentiels, on peut discuter avec eux et puis au niveau de l'exploitation de la parcelle, proche du centre-ville. C'est idéal pour les migrants, pour leur intégration et puis pour leur vie en général plutôt que d'être en périphérie. Et si je vous pose cette question, c'est à dessein, puisque vos opposants, notamment par la voix de Sacha Soldini, qui est aussi conseiller communal, tout comme vous, proposent de déclasser une parcelle à l'As, une partie d'une parcelle de 22 000 m², actuellement en surface d'assolement. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors moi je pense que c'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord le délai de mise en œuvre va être beaucoup plus long qu'ici. Et puis dans un deuxième temps, isoler les migrants en périphérie, c'est vraiment faire un ghetto, ce à quoi il s'est opposé pendant toute la campagne. Il parle aussi d'un DDP réduit à 30 ans. Est-ce que là, ça pourrait être une solution? Alors oui, la durée du DDP peut tout à fait être négociable à 30 ans. Il faut juste qu'il reste d'une durée convenable pour que l'investissement soit de qualité. Alors, on a appris par la voix de l'EVAM que le dernier abri PC du canton qui était à Nyon allait fermer. Mais est-ce qu'il faut vraiment construire un centre finalement, de votre point de vue? Alors, de mon point de vue, oui, il faut toujours construire un centre. D'ailleurs, le centre pour lequel on votait le 24 septembre n'était pas pour loger les migrants qui sont actuellement dans des abris, puisqu'on avait un délai de construction de 3 à 5 ans. Donc, c'est une vision à moyen long terme. On sait pertinemment que la géopolitique mondiale ne va pas s'améliorer dans les mois et les années qui viennent. On va avoir des vagues migratoires, tant politiques que climatiques dans le futur. Donc il faut s'équiper et prévoir ces vagues pour accueillir les gens avec dignité. Parce qu'effectivement, actuellement, l'enjeu, c'est d'accueillir des gens qui ont fui leur pays pour des raisons politiques ou économiques. Mais vous l'avez soulevé, il y a tous les réfugiés climatiques qui vont arriver. Oui, on sait pertinemment que le climat mondial ne va pas s'améliorer et puis que dans les zones qui sont déjà chaudes maintenant, elles risquent de devenir invivables ou difficilement vivables dans les années qui viennent pour des questions de température, de nourriture. Et on aura sûrement, vraisemblablement, des vagues migratoires dues à ces phénomènes. David Soji, merci beaucoup. Merci. Pas question de choisir entre Dieu et le foot du côté de l'église évangélique La Fraternelle. Le pasteur organise une soirée en 2 temps. Première partie, une conférence dédiée à Dieu. Et en deuxième mi-temps, elle projettera justement la deuxième mi-temps du match Suisse-Irlande du Nord. Voilà, c'est donc ici dans notre espace lounge que nous allons voir la deuxième mi-temps du match opposant l'Irlande du Nord à la Suisse, que la Suisse va gagner donc, après la conférence qui va avoir lieu dans la salle du haut, la salle de culte de notre église. Ça peut paraître surprenant, pourquoi ce choix ? Parce qu'on se veut un espace de relation. On est appelé en tant que chrétien à aimer Dieu et à aimer son prochain, ceux qui sont proches de nous. Donc on cherche à les rejoindre le mieux possible. C'est ce qu'on fait avec ce match. J'aime bien le mix des deux. Une conférence théologique, un match de foot. Ça se goupille bien, c'est intéressant. Donc voilà, on se réjouit de vivre ce moment-là jeudi soir. Une première pour l'église évangélique La Fraternelle à Nyon qui marque d'ailleurs le coup d'envoi d'une série d'événements pour célébrer la rénovation du bâtiment. Chasse au trésor pour les enfants, concert de gospel avec le groupe One Step et cérémonie officielle avec un culte du jeudi 9 au dimanche 12 novembre. Une église, c'est avant tout un lieu de rencontre avec Dieu, avec les autres. Et là, avec un espace café, lounge où on essaiera de développer la convivialité, il me semblait que c'était une bonne manière d'y parvenir. Est-ce que toutes ces activités, c'est une façon finalement d'attirer des gens à l'église ? Non, je crois que c'est plutôt l'inverse. On
on a quelque chose, une richesse à partager, et puis on se dit, autant être généreux, parce que c'est vrai que ce bâtiment, on l'a voulu un petit peu pour nous, puis beaucoup pour la ville. C'est une manière pour nous d'être impliqués dans la société, apporter un message d'amour, un message d'espoir. Et puis c'est vraiment un moment de partage intense et qu'on peut vivre devant Dieu. C'est peut-être ce qui fait la différence avec d'autres groupes sociaux. On a la chance d'avoir une relation vivante avec Dieu, puis finalement tout ce que nous y fait ici, on prie, on écoute la parole, mais c'est avant tout des éléments qui nous mettent en relation avec Dieu. Un langage, pour revenir, qui ressemble finalement au foot. On dit on vient avec ses forces, ses faiblesses, on y prie, on y pleure. Exactement, ouais. Le foot peut être une métaphore de la vie. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai pris un extrait du FC Barcelone pour montrer que le jeu en mouvement pouvait inspirer aussi la vie d'Église, parce que nous sommes appelés à être en mouvement, en rencontre les uns avec les autres. Et puis, si on est statique, c'est un poil plus compliqué d'être pertinent pour le monde qui nous entoure, qui va finalement assez vite. David Rosset, dernière question, mais rien à voir. Est-ce que la moustache que vous portez a un lien avec Movember ? Aucun lien, non. La moustache est très cyclique chez moi, donc ça dépend plutôt de mon envie de me raser ou pas. Il y en a un autre qui porte une belle de moustache, du moins elle pousse, c'est vous, Scott Poynton. Merci d'être avec nous. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler justement de Movember. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe du projet ? Oui, le principe pour la Fondation Movember, pour la santé des hommes, pour plus de connaissances pour la santé des hommes, par exemple le cancer, prostate et testiculaire, et aussi pour la santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour les hommes, en fait. Il y a beaucoup de suicides dans le monde. 75% de suicides, c'est des hommes. Et encore, c'est l'idée pour bouger, pour faire d'exercice, pour la santé en général, la santé physique aussi. Et là, tout à fait, c'est votre domaine, hein, bouger. Vous appelez d'ailleurs la population à bouger avec vous une fois par mois, tous les mercredis. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Oui, j'ai fait une grande promenade depuis la piscine de Colivray. Éventuellement, j'arrive à la Dole, en haut, et retour. Colivray, la Dole, retour. C'est 25 km et environ 11 heures, mais juste pour bouger et pour lever les connaissances de la santé des hommes. L'année passée, vous avez même été désigné ambassadeur officiel de la Fondation Movember, puisque vous faites partie des 70 meilleurs leveurs de fonds. Quel message est-ce que vous voulez aujourd'hui transmettre aux hommes ? Oui, c'est très important pour les hommes, pour bouger, pour les santé physiques, mais je pense que le plus important, ça, c'est la santé des mentales. En Suisse, il y a un grand problème, c'est grave en fait. Je pense que 2016, il y a plus de 750 hommes qui font le suicide. Il y a pour les femmes, 250, c'est grave aussi. Mais ça, c'est un grand problème pour les hommes. Je pense que c'est un problème que les hommes ne parlent avec des amis, avec des familles, quand il y a un problème avec le travail ou les problèmes émotionnels, les hommes ne parlent pas. Justement, vous comptez en parler au travail. Vous êtes d'ailleurs le fondateur d'une ONG, Forest Trust. Et puis le 15 novembre, vous appelez justement les entreprises, je crois, à participer avec vous. Oui, ça c'est un gros relais global en fait. J'ai un collègue en Australie, il va commencer à 7 heures en Australie et quand il fait un grand marché et quand il va finir, je commence ici. Je marchais pour environ 11 heures. Et aux États-Unis, j'ai un collègue là-bas qui fait un marché aussi. Mais j'espère qu'il y a plus de 200 personnes qui marchent avec moi le 15 novembre dans le monde, le Brésil, en Afrique, en Asie, ici en Europe et en Australie aussi, les États-Unis. C'est une grande fête en fait pour lever les connaissances et j'espère que gagner d'argent aussi pour les fondations. Et la moustache au féminin, est-ce qu'elle se porte aussi? Oui, il y a les féminins qui participent aussi, juste pour
je ne sais pas, pour les... Comme ça? Comme j'en ça. ai une. Oui, Regardez. et voilà, comme ça, c'est parfait. Elle est mise, donc voilà la date à retenir. Merci Scott, Merci le beaucoup. 15 novembre. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, moustache ou pas, messieurs, prenez soin de vous. Scott, je pense que le projet suivant il pourrait vous intéresser, donc restez avec nous puisque vous êtes le profil idéal de ce que recherche le Conseil régional. Regardez. Véritable voyage sensoriel et temporel, le jardin du château de Prangin cache bien des savoirs. Au cœur des variétés potagères régionales du XVIIIe siècle, ce poirier beurré d'Ardompont. Un arbre fruitier que le conservateur des jardins souhaite connaître sur le bout du pouce. C'est l'aspect génétique qui nous intéresse puisque on a une disparition assez énorme. Ces 100 dernières années, il y a probablement quelque chose comme 2/3 des anciennes variétés fruitières qui ont disparu, qu'on ne trouve plus que dans des collections, notamment à l'Arboretum d'Aubonne. Soucieux de préserver ce patrimoine, le Conseil régional du district de Nyon a décidé de mener l'inventaire des vieux arbres et anciennes variétés fruitières dans le cadre du contrat Corridor biologique Lac-Pied du Jura. Aujourd'hui, le Conseil appelle la population à fournir des informations et en échange offre des cours de taille à Prangin. Un soin arboricole technique qui exige compréhension et maîtrise. Une intervention quasi chirurgicale ici résumée par le conservateur. Il faut déjà faire la différence entre couper et tailler. Il y a Jean-Baptiste Lacatini, le jardinier chef de Louis XIV, qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui coupent, mais il y a un peu qui taillent. Donc apprendre déjà à couper correctement, première chose, et enlever ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est inutile? Le bois mort, le bois malade, ou bien les éléments qui sont sur le tronc, parce que le tronc est généralement dégagé. Donc ça, on coupe, paf. On coupe d'une certaine manière, on va expliquer précisément la manière de couper, de telle sorte que la fermeture de la plaie soit le plus rapide possible. L'art de bien couper, c'est de ne pas abîmer ce bourrelet de l'axe, bourrelet axillaire, d'accord? J'y vais, paf. Vous le voyez, il est là. Je montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est écraser complètement ce malheureux bourrelet et je vous montre le résultat. Ça fait une monstre coupe qui ne va pas se refermer. Ça favorise les pourritures. Alors maintenant, on va tailler et au moment où on taille, évidemment, ça nécessite un raisonnement. Et donc, pour faire ce raisonnement, il y a une lecture de l'arbre. Qu'est-ce qui est nécessaire? Moins on intervient dans la taille, mieux c'est pour l'arbre, mieux il se porte. Précisément puisqu'il a 60 millions d'années d'avance par rapport à l'invention de l'acier et du sécateur, l'arbre, tel qu'il est aujourd'hui, d'accord? Donc, plus on le laisse tranquille, mieux c'est. Mais, dans la lecture de l'arbre, pour pouvoir tailler, eh bien, on cherche les défauts. Alors, le défaut majeur, c'est de ne pas pouvoir réceptionner l'énergie lumineuse correctement. Par exemple, ici, quelque chose qui est gênant. Pourquoi? Parce que ça va contre le mur, donc il n'y a aucune chance que c'est du soleil. Vous voyez que c'est en plus sous les frondaisons ici. Donc, on va l'enlever. Alors, couper, parce que si ça arrache, ça se ferme très mal par la suite. Voilà, bon, c'est un cas particulier, elle est morte. Et normalement, on n'intervient pas sur des charpentières qui restent toute la vie de l'arbre. Mais elle est vraiment au bout, celle-là, la pauvre. Il m'arrivait souvent des clients chez qui je suis allé tailler. Je ne veux pas vous vexer, mais on ne dirait pas que vous avez taillé notre arbre. Justement, vous ne me vexez pas, c'est précisément ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas l'impression d'avoir tout massacré, quoi. Enfin, si vous n'avez pas tout retenu, session de rattrapage au château de Prangin les samedis 11 novembre et 10 février dès 13h30. Ah ouais, ça c'est vraiment trop bas. À vos caclons et à vos spatules, le Tartenien, pays du bon vin, s'apprête à devenir Tartenien, pays de la meilleure fondue le 18 novembre. Ça sent très bon sur le plateau. Avec moi, de la fondue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Messieurs, venez Serge. Rapprochez-vous un peu de cette fondue. Vous êtes trop loin. Donc je vois déjà secret en tournant 8. Ça c'est vrai, c'est pas un mythe. Serge, je te laisse répondre. On peut tourner en 8. C'est toujours difficile de faire deux choses en même temps, parler, manger. Donc Serge, allez-y. Chacun son truc en fait. Donc le 8,
c'est assuré. Non, on peut le faire le 8, ça va aussi. Mais on n'est pas spécialiste, nous on organise le concours et à chacun sa technique. Ce concours, plusieurs participants qui viennent du monde entier. On a des Portugais, donc on pourrait trouver presque de la morue dans la fondue. Le but est quand même d'avoir une fondue qui a le goût de fromage. Mais celui qui veut mettre comme épice un petit peu de morue ou autre chose peut le faire. Mais la plupart des fondus qui sont bien sortis au dernier mondial, c'était des fondus plutôt fromage pur. Donc c'est quoi les conseils finalement pour faire une bonne fondue? En attendant, allez, moi je prends un bout de pain. Avoir du bon fromage déjà. Ouais, avoir du bon fromage. Avec du gruyère, après mais je crois que chacun a sa technique. Il y en a qui mettent du kirsch, il y en a qui mettent du citron, il y en a qui mettent d'autres choses. Et surtout, la plupart des concurrents qui ont bien réussi, souvent, au lieu de faire des 8, ils vont beaucoup mettre d'air dedans pour la rendre plus légère. Ah, donc voilà, on ne fait pas le 8, on fouette. On peut faire les deux. Après, c'est chacun son idée. Donc là, Mickaël, vous n'étiez pas très bon, hein. Je vous ai plutôt vu tourner. Ah non, mais il l'a préparé J'ai derrière. tourné à la fin, pour pas en mettre partout. Sur le plateau. Mais c'est vrai qu'au concours, les professionnels avaient plutôt tendance à la fouetter pour ajouter l'oxygène et puis l'aérer, qu'elle soit beaucoup plus crémeuse. Et ce jury, donc ils sont, je crois, 300 400 jurys. 400 jurys pour commenter la fondue. Bon, je vais me lancer, mais quels sont les critères justement pour... Alors, vous avez l'onctuosité, la texture, la tenue de la fondue sur le temps. Alors là, elle est bien onctueuse. Merveilleuse. Je trouve qu'il a super bien réussi, en fait. Mais ouais, puis le goût, forcément, quoi. Autrement, qu'elle fasse plaisir, surtout qu'elle tienne jusqu'au bout, qu'elle reste liée. Voilà, simplement ça. On se souvient des vainqueurs en 2015, des Vaudois. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, c'est toujours la fromagerie de la Praille. Je vous laisse parler, voilà. faites une longue tirade, comme ça comme ça, vous pouvez manger. Puis moi, j'ai rien à manger. Non, c'est la fromagerie de la Pralle. Et ils vont revenir cette année. Et en plus, ils tiendront un restaurant sur la place de fête où ils proposeront leur fondue qu'avaient gagné en 2015. C'est bon. Continuez. Voilà. On peut peut-être continuer en disant qu'il y aura même... Il y a toujours des invités prestigieux. Qu'est-ce qui sera là cette année? Alors, le jury est de nouveau présidé par Philippe Rochat et Chevrier, pardon. Et il y aura justement Laurence Rochat qui sera dans le jury, toujours des membres de Gruyère AOP, et puis un représentant du pain, un représentant des vins vaudois, qui était même chapeau noir, donc bon dégustateur en vin. On verra s'il est aussi bon dégustateur en fondue, voilà. Moi, je crois qu'il manque quelque chose à cette fondue. Je sais pas vous, c'est un peu de convivialité, plus de monde. Ouais, pas vous? Pas de problème, il y a encore... Donc voilà, on appelle toute la rédaction à venir avec nous goûter cette fondue. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc à Tartenien le 18 novembre. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la rédaction, on vous attend pour manger cette fondue. Allez-y Serge, goûtez. Oui. Vous n'avez pas pu la goûter avant? Quand même. Allez, comment? À votre goût? Pas encore goûté. Ah, il y a encore rien qui arrive.